Bienvenue à tous à ce nouveau numéro des Ça fait débat où nous allons parler de la visite ou de parler de la rencontre Fayulu ainsi que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce les débuts d'un dialogue inclusif ou mascarade pour une primature? Voilà la thématique que nous allons devoir développer au cours de cette émission. Nous recevons pour vous M. Silver Bossoa. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes secrétaire général du Parti politique communiste congolais. Monsieur Trésor Kalala, porte-parole des AADC, bienvenue. Merci. Voilà. Monsieur Gloire Manessa, Société civile, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, nous serons rejoints par Monsieur Olivier Sambaï. Alors, d'entrée de jeu, nous commençons par Monsieur Silver. Vous aviez suivi la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu. Est-ce c'est les signes d'une réconciliation ou c'est les signes d'autres enjeux politiques? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que c'est un signe de la paix et de la réconciliation nationale. Du fait que, après les élections, on nous a brandi autrefois l'accord entre CACH et FCC, et cet accord, en principe, c'était défavorable à M. Fayulu. Et aujourd'hui, que Fayulu, avec le chef de l'État, se mettent ensemble, c'est un signe d'apaisement et une piste de la réconciliation nationale. Je pense que la période est bien choisie. La période est bien choisie, pourquoi? Parce que le pays traverse une guerre d'agression et dans une guerre d'agression, la lutte des classes ou la conquête du pouvoir, des rivalités entre la classe politique, les acteurs politiques sont effacés. Et ce qui est privilégié, c'est la lutte patriotique. Et étant qu'acteur politique, voyant que le pays est occupé et le pays est malmené, le pays court la balkanisation, l'armée rwandaise est sur le territoire congolais et que l'objectif principal, d'après Laurent Désiré Kabila, des incursions des armées rwandaises sur le sol de la RDC est la fondation de l'empire Imatuti sur le territoire congolais. Alors, Didi Fayulu maintenant voit que nous avons un dénominateur commun, c'est la patrie. Si nous perdons la patrie, et ça ne vaut pas la peine d'être opposant ou quelqu'un au pouvoir, parce que l'objectif de multinationale en armant l'armée rwandaise, c'est la liquidation de tous les patriotes pour hisser au sommet de l'État des sujets rwandais qui vont répondre exclusivement aux intérêts de multinationales. En comprenant l'histoire et les motifs de la guerre et d'agression, il est nécessaire que tout patriote se mette autour du drapeau et que les acteurs politiques doivent défendre le drapeau et qu'on défend le drapeau qu'autour de la personne attitrée, habilitée à pouvoir incarner le drapeau, c'est voilà. Le président de la République. Voilà, je vous oui. Elle m'a dit a répondu à l'invitation. Voilà. Ce n'est pas un délit, mais un acte de bravoure
un acte de maturité politique. Voilà, Monsieur Trésor, est-ce que vous croyez à la sincérité de cette alliance? Est-ce que c'est vraiment une alliance ou c'est juste une grossesse d'alliance qui pourrait amener à la formation ou à la création du camp de la patrie tel que demandé par Martin Fayulu? Merci beaucoup pour le verbe, monsieur David. Comme vous le savez, depuis, je dirais même la première seconde de la prestation de serment du chef de l'État, il a toujours œuvré pour la paix et pour l'unité nationale, et d'ailleurs pour des accords de gouvernance sincères. J'aimerais ici rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent, et peut-être même la vôtre. Vous vous souviendrez que lorsque le président de la République prête serment, le 24 janvier 2019, au Palais de la Nation, dans son discours même des prestations des serments, il a eu à tendre sa main à toute la classe politique, à tous les politiques de tous bords, de venir s'unir afin de diriger et développer les pays. Vous aviez tous suivi en son temps les langages de la classe politique, une frange de l'opposition. C'était, non, Félix Tshisekedi, c'était un patin, c'était un placebo, c'était Elilingi Apamba, et d'ailleurs c'est Kabila qui dirige. C'était une marionnette. Cette main était sale, on ne pouvait pas la toucher. Pendant que lui, il était dans la logique de créer une alliance avec tous les Congolais, de tous bords, question de gérer les pays pour les développer. Nous avons évolué. En 2020, lorsque le président de la République rompt l'accord FCC-CACH, il a encore tendu sa main à toute la classe politique. D'ailleurs, c'est en son temps que nous avions vu Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et les autres rejoindre le président de la République, question de diriger et faire avancer les choses. Il ne s'est pas arrêté là. En 2023, le 20 janvier 2023, au Stade des Martyrs, lors de sa prestation de serment, il tend encore sa main à toute la classe politique pour qu'elle vienne, qu'on se mette ensemble et que l'on dirige, je dirais dans une coalition sincère, question que la population puisse se retrouver. Il y en a qui ont encore refusé de mettre tendu. Et la dernière fois, c'était au mois de février, à la cité de l'EIA, et cette fois-là, moi j'ai eu la chance, le privilège d'être en face du chef de l'État. Lorsqu'il tend encore la main à toute la classe politique, surtout avec la menace qui venait de s'agrandir, il dit « J'aimerais former un bloc de patriotes ». C'était l'initiative du chef de l'État. « J'aimerais former un bloc de patriotes congolais qui va s'interposer face à l'ennemi qui est en train d'avancer. » Et d'ailleurs, bientôt, je vais lancer les consultations en vue même de la composition d'un gouvernement d'union nationale. Donc, qu'aujourd'hui, M. Fayulu revienne à la raison, moi, je dis que c'est une bonne chose parce qu'enfin, il a compris. Moi, à l'époque, j'ai eu... La raison, c'est laquelle? La raison, c'est que c'est rejoindre les camps de la patrie, les camps du Congolais, les camps du patriotisme que dirige le président de la République. Parce qu'il faut retenir ici qu'il y a deux blocs qui sont en train de se former. Tout Congolais averti, illuminé comme moi, je suis en train de voir deux blocs se former sans une classe naître. Parce que ici, vous devez savoir que nous sommes agressés. Nous subissons une guerre d'agression de la part du Rwanda. Le Congo est oppressé. Or, en cas d'oppression, il n'existe pas la neutralité. Le neutre est du côté de l'agresseur ou du côté de l'oppresseur. Donc ici, il y a deux blocs qui se forment. Il y a le bloc de ceux qui ont accepté de se faire manipuler par le Rwanda et le bloc de ceux-là qui doivent accepter de prendre le camp de la patrie avec le président de la République parce que c'est lui qui engage la nation, c'est lui le garant de la nation. C'est là qu'il consacre l'article 69 de notre Constitution. Donc ici, il y a deux blocs qui doivent se former. Il n'y aura pas de neutres. Non, moi je suis au milieu du village, je dois rassembler deux camps. Non, ici, nous sommes oppressés, nous sommes agressés et de l'autre côté, nous devons nous défendre. Donc, les neutres n'existeront pas. C'est comme ça que je dis ici que Fayulu ait rejoint aujourd'hui les camps que moi j'appelle les camps de la raison, les camps de la patrie, les camps des patriotes. C'est une bonne chose parce que j'estime qu'il a eu à m'écouter. Parce que j'ai eu à faire une tribune, je crois que c'était le mois passé, où j'étais en train de dire que de tous les politiciens congolais, de tous les opposants, s'il faut cibler,
s'il y a une personne, en ces moments comme celui-ci, avec les enjeux de l'heure, la tournure politique actuelle, s'il y a quelqu'un qui devait être à côté du président de la République, c'était Martin Fayulu, mais il était en train de l'ignorer. Martin Fayulu. Effectivement, et je le prenais pour un distrait. C'est quoi son apport si aujourd'hui il est aux côtés du chef d'État? Parce qu'aujourd'hui, c'est la solution. Ouais. C'est que lorsqu'il y a une alliance, c'est pour trouver une solution. Est-ce que vous croyez la présence de Martin Fayulu aux côtés du chef d'État, ça va résoudre? Effectivement, parce que vous savez, Martin Fayulu, c'est un leader de taille. C'est un personnage politique qui a un ancrage populaire au niveau national et même international sur la scène politique congolaise. Donc, Martin Fayulu, qui a été deuxième aux élections de 2018, qui a été troisième aux élections de 2023, un leader qui est connu, écouté, vu et suivi, quand il est à côté du chef de l'État, eh bien, il va apporter son expertise. Et j'ai suivi même votre introduction, les titres même de l'émission, lorsque vous dites est-ce que c'est pas une alliance des façades, question de frôler une primature, quelque chose du genre. Je me dis aujourd'hui, si Martin Fayulu est Premier ministre, où il est mal? Il fait de la politique. On fait la politique pour obtenir le pouvoir afin d'offrir son expertise pour faire avancer les choses. Et si Fayulu a une expertise, si Fayulu peut apporter le changement dans ce que tout le monde est en train de vouloir, où elle est mal. Donc aujourd'hui, moi je crois que M. Fayulu a emprunté le chemin de la raison. Il a adopté pour le compte de la patrie, lequel camp dont je suis en train d'interpeller tout Congolais patriote épris d'un esprit de patriotisme et d'amour de ce pays doit rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus important que l'on fasse bloc avec ceux qui nous agressent. Ici, tout le monde doit se mettre autour du président de la République. Lever les options afin de barrer la route à l'ennemi qui est en train d'arriver pour balkaniser notre pays. Et d'ailleurs, on dirait que nous sommes dans la phase même de l'exécution. Donc ce pays n'a jamais connu la tournure que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il est temps que le Congolais cesse d'être dupe, être naïf. Nous devons tous nous concentrer autour du garant de la nation, les chefs de l'État, dans les camps de la patrie, afin de faire évoluer les choses et résister face à l'ennemi qui est en train d'arriver pour nous prendre dans notre pays. Voilà, Monsieur Gloire Manessa, qu'est-ce que Martin Fayulu peut apporter de plus aujourd'hui? Tout à l'heure, votre prédécesseur a dit, on se dirige, il y a déjà deux camps qui se forment. Il y a une opposition armée et le gouvernement. Et aujourd'hui, Martin Fayulu, il va apporter quoi? Bon, monsieur David, merci. Avant de répondre à votre question, qui c'est qu'on dresse d'abord le tableau de la situation de notre pays? Parce qu'au-delà des individus, tel va apporter quoi, tel va donner quoi, il y a un problème qui est majeur. C'est que le pays est en déliquescence. Le pays n'existe presque plus. Le pays n'existe plus? Oui. C'est trop fort, ça? Oui, presque plus. Le pays est en train de partir. Nous sommes en train de perdre le pays, il est en train de nous échapper. Il y a les institutions qui sont là. Il y a les institutions qui sont là, mais pourquoi on parle des camps? C'est parce que les institutions là, mais le pouvoir n'est pas exercé correctement comme il devait être exercé. Nous ne pouvons pas dire que le pays est là lorsque certains pans du territoire sont occupés, lorsque certains compatriotes sont aujourd'hui contraints à vivre dans des camps de réfugiés, de déplacés plutôt sans eau, sans nourriture, sans accès aux soins médicaux. Donc le pays souffre sérieusement. Eh bien, parlant de cette histoire, cette rencontre Fayulu avec le président Félix Tshisekedi, ça nous amène à réfléchir sur les différentes crises que notre pays a connues. Je pense même le préambule de notre constitution le dit. Tous les problèmes que le pays a eu au plan sécuritaire, au plan social et tout ça, ont toujours eu pour centre d'attraction les divisions politiques. La lutte des classes politiques, des intérêts entre individus, qu'ils soient opposition ou majorité. Et ce schéma continue aujourd'hui. Si je dois répondre par rapport à la situation d'actualité sur la rencontre Martin Fayulu, président de la République, moi je l'analyse sous deux angles. Le premier angle, c'est cet angle-là, peut-être qui rejoint les réflexions de mes prédécesseurs parlant du renforcement de la cohésion nationale. Oui, au stade où nous sommes, le pays a besoin du renforcement de la cohésion sociale et que tout le monde doit converger vers une même direction pour résoudre les causes profondes, comme on peut les appeler, de la crise.
Mais le deuxième angle dans lequel je les vois, c'est cet angle-là d'intérêt politicien de certains politiques qui revient toujours. Nous rentrons encore dans cette case du départ où, à chaque moment où il y a des grands événements politiques, les gens reviennent pour faire et défaire la majorité au nom de l'intérêt de la nation, au nom de sauver la patrie, au nom du camp de tel ou tel autre camp. Mais en réalité, dans les fonds, c'est le positionnement politique des individus. Donc, Fayoulou, c'est un repositionnement politique. Je ne dis pas clairement, je ne vais pas particulariser le débat ou ma réflexion en parlant seulement de Martin Fayoulou, mais je me mets dans un contexte historique où je retrace les comportements des acteurs politiques de notre pays. Vous les voyez toujours. Quand les gens vont à Sun City, vous voyez comment ceux-ci quittent. Il était de l'opposition, des majorités, il devient opposition. Il était des politiques, il devient société civile parce qu'il doit participer, trouver une place, participer dans les dialogues et puis avoir une part dans le partage des gâteaux. Revenons ici. Je fonde mon analyse en écoutant les deux axes principaux que Martin Fayoulou a dit. Il a parlé de créer un camp de la patrie. Le camp de la patrie, avec qui, par rapport à quel camp et comment? C'est la question qu'il faut se poser maintenant où il y a déjà d'autres négociations diplomatiques qui sont en train d'être menées, notamment avec ceux qui occupent certaines parties du pays. Ce camp de la patrie, à ce moment-là, c'est par rapport à quel autre camp qu'on définit comment? Parce qu'il y a déjà des négociations de paix qui se passent à Doha, il y a déjà des négociations qui se passent aux États-Unis où le gouvernement, l'État congolais est déjà pleinement engagé avec des principaux partis qui sont impliqués dans la crise. Et nous revenons encore sur le deuxième point. Lorsque le président de l'ECD parle, il plaide pour que le président de la République accorde son audience au prélat pour le projet pacte. C'est là où je situe, je ne confirme pas, mais là où je soupçonne plutôt l'intention de créer un dialogue, de demander un dialogue au modèle des dialogues passés, notamment des dialogues de Sun City, pas seulement Sun City, parce que Sun City nous avait permis d'ouvrir l'élan de la démocratie qu'on est en train, peut-être qu'on doit aujourd'hui encore amener vers la maturité. Mais je parle des dialogues, par exemple, le dialogue de la cité de l'Union africaine avec Eden Kodjo, les récents dialogues de la Senko, le dialogue de la Saint-Sylvestre, qui n'avait aidé les pays qu'à repositionner les politiciens. Parce qu'on n'a jamais traité des problèmes dans leur fond. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de dialogues qui réunissent les politiciens pour partager leur gâteau. Oui, la crise a plusieurs dimensions. Autant qu'on règle la dimension économique au niveau des Doha ou ailleurs, il faut également penser à la dimension politique. Et nous soutenons que le pacte social de l'ECC, la Senko, c'est une voie qui peut permettre, si elle est bien menée différemment d'autres, à poser des problèmes de manière globale pour résoudre les problèmes. Mais il ne faut pas y aller avec des intentions politiciennes malicieuses. Ça signifie qu'ils écartent les autres ou qu'ils diabolisent les autres pour se donner un positionnement. Aujourd'hui, même si on doit parler de la paix, et là je pense que le pacte social reste dans sa philosophie, c'est pour impliquer tout le monde. Et on ne peut pas parler des camps patrie, camps consorts. Tout le monde est congolais. Il y a des implications internes, on doit les régler en interne. Il y a des implications au niveau de la région, on doit les régler là-bas. Au niveau international, ils doivent être pris dans leur globalité, spécificité, dans la particularité de chaque problème, avec tout le monde, sans diaboliser X pour défier un autre, surtout qu'il y a quelques années passées, on s'est regardé en chef de faïence les uns les autres. Voilà, monsieur Olivier Sambaye, vous nous avez rejoint, je le disais d'ailleurs dès l'entame de l'émission, camp de la patrie et aussi un dialogue avec la Senko ici. Que veut réellement Martin Fayoulou? Bon, Martin Fayoulou s'est rétracté. S'est rétracté? Oui. Par rapport à quelle position? Je pense qu'il s'est rétracté. Par rapport à la position, bon, je peux lancer une boutade. C'était peut-être la première fois qu'il visite son palais en tant que président élu. Depuis 2019, il n'a jamais visité. Et hier, on l'a vu, quand j'ai vu les images, il avait l'impression de quelqu'un qui était ébloui de voir en fait son palais en tant que président élu.
Il se rétracte parce qu'il reconnaît quand même qu'il y a une institution qui existe, président de la République, et qu'il devait visiter cette institution, essayer de parler avec cette institution au regard de la situation actuelle du pays qui n'est pas bonne. Nous sommes dans une situation où si on gère mal, comme l'a dit mon cher Gloire, peut-être le pays va s'embraser. Et à la lire où vont les choses, si vous comprenez bien la stratégie des gens de Goma, bon, je ne citerai pas les noms pour respecter Bossembe, et puis vous allez comprendre que la tendance est beaucoup plus dans le cadre de diviser vraiment. On utilise l'élément le plus important. Une fois j'ai expliqué ici comment on arrive à la balkanisation. La balkanisation, ce n'est pas ce qui se passe en Russie, ce n'est pas ce qui se passe entre Russie et l'Ukraine, ce n'est pas ce qui se passe actuellement à Goma. Ce n'est pas ça la balkanisation. La balkanisation, c'est un processus. C'est-à-dire, vous sémez la terreur, vous créez la désolation. Alors, qui sème la terreur? Nous savons ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe depuis janvier. Vous sémez la terreur, vous sémez la désolation, vous lancez, vous installez les chaos, vous accusez les pouvoirs en place et vous incitez la population au soulèvement pour que la population rejoigne votre cas en décidant exactement de ne plus appartenir à l'État dirigé par des régimes en place. C'est comme ça que vient la balkanisation. Alors la dernière cartouche qui est restée, c'est d'utiliser le tribalisme. C'est ainsi qu'il est évoqué, les swahiliphones, on a suivi, ça n'a pas commencé avec les tout récents discours, depuis le mois de février, tous les rassemblements des Nanga, de l'autre côté, c'était toujours de parler de tribalisme. Et lorsque nous avons vu, la Senco avait fait tout un communiqué vide qui n'avait pas une situation conforme à la réalité, disant que non, les swahiliphones, voilà, c'est comme ça a été annoncé. Donc c'est la dernière cartouche pour que ces peuples-là se révoltent, pour dire que non, celui-là qui est au pouvoir n'est pas de notre tribu. Il faudrait qu'on puisse réclamer en fait notre dépendance, la martyrisation en fait, pour qu'ils puissent déclarer leur autonomie. C'est ça la dernière cartouche qui reste. Parce que si la population en ce moment-là accepterait, il faudrait maintenant que cette population acquiesce à la proposition du protagoniste pour s'ouvrir à cette voie-là. Et c'est vraiment la dernière cartouche. Parce que les minuit ne sont pas les choses. Quand bien même que la décision est prise pour qu'on puisse en parler, mais c'est une question qu'on doit poser avec beaucoup plus d'acuité. Posons-nous la question de savoir, lorsqu'il consulte, il parle de quoi? Il parle de quoi quand il consulte? Parce que... Il parle de la paix. On lance seulement les pics. C'est la paix. Il parle de la paix. Non, non. Là, c'est ce qu'on peut interpréter. C'est que nous pouvons interpréter. Mais, attention, nous savons ce que c'est que la politique. Les médias, on choisit ce qu'on peut mettre à la place publique. Mais pendant les discussions, ils parlent de quoi? Nous ne savons même pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Et ce sont des forces vives de ces coins du pays qui sont invitées. Les forces vives. Donc, c'est-à-dire que le plan, comme l'a dit aussi mon très cher frère, le plan est vraiment tracé parce qu'on n'a jamais vu cette situation où vous avez vraiment les dessins tout tracés qui démontrent réellement que nous tendons vers la balkanisation tant décriée dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fayoulou a compris que, attendez, il faut que je puisse me rétracter, que je comprenne que alors les choses deviennent sérieuses. Il a signé un communiqué avec ses pairs de l'opposition, Katumbi, Kabila et les autres. Les signatures, tout comme des lois, ce sont les œuvres des hommes. On peut les créer, on peut les réformer, on peut les refondre, on peut les détruire. Tout de même aussi, il peut encore se rétracter avec le camp de la patrie. Les accords se font et se défendent. Malheureusement, la situation actuelle du pays, bon, parallélisme, Elon Musk et Donald Trump, qu'est-ce qu'on va dire? Vous comprenez? Donc on signe, lorsqu'on constate que non, ça ne va pas, et puis on se rétracte. Le président Félix avait signé, Jean Val, il se rétracte, il se met de côté. Donc voilà, ce sont des calculs politiques. Alors, ce que Martin Fayoulou a fait, c'est une œuvre, en tout cas un acte que j'ai beaucoup salué personnellement, du fait qu'il a compris, à un certain moment, il faut se surpasser, il faut parler. Mais ce qui reste à faire, c'est le dialogue sincère au format Sun City. Parce que Sun avec City, qui? Mais avec tous les protagonistes, toutes les forces vives. Nous l'avons dit ici qu'il fallait négocier avec elles. Mais il y a un camp de la patrie. Vous vous rappelez? Alors les camps de la patrie, les camps de la patrie, ici. Et les camps de la patrie va négocier avec un autre camp non de la patrie.
Bon, le camp de la patrie, c'est une formulation, c'est une proposition. Il faut négocier avec, avec tout le monde. Et tout le monde, nous l'avons dit ici, je me rappelle bien avec Gloire, c'était le 7 mars. Il faut dialoguer. Et cette fois-là, il faut Senko et SCC. Bon, on va trouver n'importe quelle forme. Parce que les tout derniers dialogues, nous sommes le 31 décembre 2016. Sous la médiation de Senko, l'accord de Saint-Sylvestre qui avait instauré la calmie totale. On n'a pas de choix. Toutes les forces vives doivent se mettre autour de table. Parlons-en. Le protagoniste était cité, mais il est là à Goma. C'est lui le problème, effectivement. Mais il a lui-même dit qu'il fallait dialoguer. Ici aussi, je vois déjà tendance au dialogue. Moi, j'ai été clair ici, j'ai dit que non, les consultations ne servaient à rien. Perte de temps inutile. Il fallait dialoguer avec les protagonistes. Dans une situation d'agression, de rébellion ou de guerre, pour mettre cette situation à terme, il faut passer par le dialogue. Voilà, M. Silver Bosso, pourquoi ne pas aller vite au dialogue que de tergiverser alors que la solution est là? De toutes les façons, la politique, elle est dynamique. Ce n'est pas statique. Ça, c'est un. Deuxièmement, le dialogue, c'est une valeur politique. Lorsqu'on dirige une nation, le dialogue est permanent. Maintenant, vous demandez pourquoi aller seulement au dialogue, pourquoi tergiverser. La tactique et la stratégie. Pour atteindre l'objectif, il n'y a que le concepteur de cette stratégie qui peut expliquer. Dans le cas d'espèce, il faut que le peuple qui nous suit soit fixé. Aujourd'hui, nous avons deux camps. Il y a la patrie, le camp de la patrie. Il y a aussi le camp des traîtres qui ont choisi soutenir Paul Kagame à travers le M23, qui sont des militaires rwandais. Les traîtres n'ont qu'une solution, la repentance. Se repentir sincèrement, abandonner la piste de la trahison et revenir pour la défense de la patrie. Pas dialoguer. Il n'y aura pas de dialogue. S'il vous plaît. Allez-y. Je crois que le dialogue a des objectifs politiques. Mais dans le cas d'espèce, ce qui est important, c'est d'abord l'unité de tous les acteurs politiques pour la défense de la patrie. C'est ce qui est important maintenant. Parce que la charte même de l'impérialisme est claire. Il faut diviser pour mieux régner. Ça, c'est la charte de l'impérialisme. Et l'objectif principal de la guerre à l'Est, c'est quoi? C'est le pillage de minerais de la RDC au profit de l'impérialisme rwandais, l'impérialisme américain et toutes les multinationales occidentales. Alors, celui qui dirige le pays, si les minéraux du pays sont en otage des armées étrangères, il n'a pas de moyens de faire sa politique. D'où l'urgence et la nécessité de l'unité nationale. Et c'est ça que vous voyez, l'acte posé par M. Martin Fayulu. L'acte là a plusieurs significations. La première signification, c'est l'amour de la patrie jusqu'au sacrifice. Le premier sacrifice, c'est que Fayulu, quand il est avec les chefs de l'État, il ne voit pas des histoires des élections passées. Ce n'est pas pour d'abord la conquête de pouvoir, ça c'est l'objectif de tous les partis politiques. Ce n'est pas seulement le gouvernement, entrer au gouvernement, mais l'acte principal, c'est l'unité des acteurs politiques contre l'agression. Ça c'est la première signification.
Deuxième signification, c'est quoi? C'est la réconciliation. La réconciliation nationale. Et cette réconciliation, ce n'est pas des mots. Il faut passer par les actes. Et c'est ça l'acte que Fayoulou a fait. Pour se réconcilier, il faut pardonner. Il avait pardonné. Il dit, je pardonne Kabila, je pardonne Félix, je pardonne Nanga. Et au nom de la réconciliation, je viens pour l'unité. Et il est avec les chefs de l'État. Ça, c'est un acte qu'il faut saluer. Et que les autres qui continuent à rêver, penser que on peut résoudre le problème de la paix avec les agresseurs rwandais sur notre sol, ça c'est difficile. C'est difficile. Et c'est une manière, une expression d'appuyer l'agresseur. Quand nous sommes à Goma et on fait des réunions détachées maintenant du pouvoir central, ça n'a pas de sens sur le plan politique. Il n'y a aucune explication politique. Alors, Mandela dit ceci. Pour que la nation soit puissante, il faut l'unité des acteurs politiques. Et il faut privilégier la réconciliation nationale. C'est ça que ceux qui ont arrêté Mandela, ceux qui donnaient à Mandela des urines à la place de l'eau, quand il est sorti de la prison, la première des choses, c'est qu'il dit l'Afrique du Sud, après post-apartheid, doit programmer la réconciliation nationale comme une valeur. Et l'Afrique du Sud, pour que cette nation soit puissante, il faudra que l'armée protège tout le monde, et le blanc et le noir. Voilà les actes des hommes de grandeur. Les hommes de grandeur. Et qui doit poser ces actes-là? C'est lui qui doit poser. Ici au Congo, qui doit poser? C'est lui qui doit poser les actes de. D'abord, on m'a dit Fayoulou vient de commencer. Et nous croyons que tout le monde, tout acteur politique, tout patriote qui se dit « moi j'aime le Congo », il doit accepter l'unité nationale. Voilà. Parce que sans l'unité nationale, nous allons perdre le pays. Voilà. Et c'est un élément capital pour que nous puissions ensemble bouter l'ennemi en dehors de notre territoire national. Voilà, Monsieur Trésor Kalala, l'unité nationale avec qui? L'unité nationale, le camp de la patrie, est-ce le prolongement de l'union sacrée? Merci beaucoup, la question est pertinente. Mais laissez-moi quand même rebondir sur quelque chose que j'ai eu à écouter sur ces plateaux. C'est lorsque mon débatteur de la société civile dit que le pays n'existe presque plus. C'est très dangereux. Le pays est en déliquescence. C'est un discours très très dangereux et qui est en train même de consacrer la balkanisation. On ne peut pas dire que le pays n'existe presque plus parce que selon lui, il y a certains territoires qui sont entre les mains de l'agresseur. Non. Et ça fait longtemps que ces territoires sont entre les mains de l'agresseur. Bunagana, ça fait pratiquement 3 ou 4 ans. Effectivement, même les territoires qui sont entre les mains de l'agresseur, Bunagana, Goma, Bukavu, c'est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a l'autorité de l'État là-bas? C'est reconnu là-bas? Je dis la République démocratique du Congo est dans son entièreté. La République démocratique du Congo est dans ses frontières de 1885. Il ne faudrait pas dire que le pays est presque pas. Pourquoi désespérer? C'est la République démocratique du Congo, Bunagana, Rutshuru, partout là-bas, ça n'a pas quitté la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un autre pays. C'est le Congo et nous devons dire ici que le Congo est dans son entièreté. Donc, c'est un très mauvais discours qui est en train déjà de consacrer la balkanisation dans notre langage. Ce n'est pas bon. Le Congo est le Congo. Ici, maintenant, la question. Le camp de la patrie, c'est en face de qui il faut éviter de s'accuser mutuellement. Le camp de la patrie, effectivement, c'est en face des agresseurs et de Congolais qui ont décidé de composer avec l'agresseur. Vous comprenez? Donc, ici, il ne faudrait pas dire que non, il ne faut pas les accuser, il faut unité nationale. Oui, mais l'unité nationale avec qui? C'est ça même une partie de la pilule de votre question. L'unité nationale avec qui? L'unité nationale avec le patriote. Ceux-là
qui veulent que le Congo puisse aller de l'avant et non avec ceux-là qui ont pris les armes pour tirer sur les innocents. Donc il n'y aura pas de dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Mais il y a déjà un dialogue. Écoutez, moi, mon point de vue, c'est celui-ci. C'est vrai qu'il y a plusieurs processus de paix. Il y a Lomé, il y a Doha, il y a Washington. OK? Plusieurs processus. Il y a aussi pacte social. Proposé. Il y a une proposition de pacte social. Quant à ce qui concerne le Trésor Kalala, je suis contre que l'on approche celui qui a pris les armes parce qu'il a été frustré, il prend les armes, il tue les innocents, et bien on l'invite autour de la table, on l'amnistie, on le pardonne, on lui donne même un poste. Alors ça sera comme récompense de la tuerie. Donc, demain quand Trésor Kalala ou Olivier sera mécontent pour se faire écouter, pour se faire récompenser, il faudrait prendre les armes, chercher un coin, tuer quelques Congolais comme des poules, comme des vaches, pour enfin qu'on m'appelle à la table de négociation, que l'on me pardonne et que l'on me récompense même. Moi, mon avis, c'est celui-ci. Un rebelle, c'est un traître de la patrie, et les traîtres doivent être traités comme des traîtres. Ça veut dire qu'ils doivent être traqués, jugés, condamnés et exécutés. C'est ça la peine qui est réservée à ceux-là qui ont pris les armes contre la Ça fait pratiquement 3 mois que ces villes sont occupées. On n'arrive pas à récupérer ces villes-là. Mais maintenant, si on va dans cette logique, ça serait les statu quo qui seraient consacrés. Non, pas du tout. Monsieur David, c'est une question de temps. C'est vrai que nous avons les territoires occupés. C'est une guerre. Aujourd'hui, ils ont cet avantage-là sur les territoires qu'ils sont en train d'occuper. Mais attention, ne pensez pas que le gouvernement est en train de dormir, que la situation restera ainsi. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs procédures de paix à gauche et à droite. Il y a aussi l'aspect diplomatique qui a largement avancé, qui a vraiment largement avancé. Mais cet aspect-là vous demande d'être en face avec vos agresseurs qui ont pris les armes. Moi, j'ai donné mon avis. J'estime, dans mon âme et dans ma conscience, que les gens qui ont pris les armes contre la nation doivent être bannis. Ce ne sont pas des gens qu'on doit approcher. Parce que ici, quand on parle de dialoguer avec l'agresseur, c'est quoi? C'est que, ok, vous avez tué déjà, bon, venez. Vous voulez quoi? Dialogue veut dire concession. Qu'est-ce que le gouvernement va concéder face aux gens qui ont tué les innocents? Ils vont concéder une partie du pouvoir. Ça veut dire, nous allons vous donner l'administration de telle zone, nous allons vous donner tel ministère, nous allons vous donner telle institution. Donc, le gouvernement va céder une bonne partie de sa gouvernance comme récompense à ceux-là qui ont pris les armes et tué. S'il vous plaît, c'est comme ça que je dis, moi, quant à ce qui me concerne, je ne veux pas être en face des rebelles. Eux, ils ont leur sort, c'est être traqués, condamnés et exécutés. Pour aussi une bonne pédagogie, que demain, personne ne peut se prétendre prendre les armes parce qu'il n'a pas été satisfait. Je chute rapidement par ce qu'Olivier a dit ici. Ce qui se passe à Goma, précisément, ça entre toujours dans le cadre de le camp de la patrie contre quel camp? J'ai dit c'est contre le camp des agresseurs. Ici, vous avez les fils du pays. Parmi eux, un ancien chef de l'État qui a dirigé ce pays de main de fer durant 18 ans. Aujourd'hui, il s'affiche aujourd'hui clairement comme étant rebelle et à côté des rebelles, protégé, sécurisé par l'armée qui nous agresse. Et on vous parle de consultation. Ici, j'aimerais éveiller le Congolais et je vais finir par là. Il ne s'agit pas de consultation, M. David. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un recrutement de leaders d'opinion, question de se créer une légitimité populaire et que par la suite, qu'on puisse prononcer la balkanisation. Et c'était dangereux. On recrute les leaders religieux, les leaders dans le domaine scientifique, les leaders des jeunes pour se créer cet ancrage populaire, pour se créer cette légitimité, pour se créer cette acceptation populaire, en fin de compte, que l'on dise, nous les Swahili ici, maintenant, nous allons déclarer Kivu comme étant un pays et on commence à mener des démarches au niveau international. C'est ça les dangers. C'est comme ça que j'ai dit, quand vous êtes en face des gens qui sont dans la logique de la balkanisation, eux, ils ont pris les armes, ils ont voulu, ils ont refusé le dialogue. Alors, et bien, on doit les camps de la patrie, le prolongement de l'Union sacrée? Non, je ne pense pas que le camp de la patrie doit être le prolongement de l'Union sacrée.
Parce que l'union sacrée est en train de gérer. C'est l'union sacrée qui est au gouvernement. Mais je ne pense pas que les camps de la patrie, ceux-là qui viennent, sont à la gestion. Je ne pense pas. Donc, les camps de la patrie, c'est un mouvement de patriotes aujourd'hui qui doivent faire front commun contre l'agresseur et les Congolais qui ont choisi de se faire diriger par ces agresseurs. Monsieur Mané Sagloire, aujourd'hui, pour Monsieur Trésor Kalala, pas des dialogues avec ceux qui ont pris les armes. Monsieur David, je pense qu'on doit commencer d'abord par clarifier le contexte actuel dans lequel nous sommes dans le pays. Nous avons une situation où il y a déjà des processus de paix, des dialogues, parlons pas des processus, des dialogues qui sont en cours, notamment avec l'opposition armée. C'est comme ça que le chef de l'État même appelait ça comme ça. Ceux qui ont pris les armes, les rebelles de l'AFC M23. Ils sont déjà en processus. Ils ont commencé à Luanda, Nairobi, Luanda, ça a échoué. Actuellement, ils sont au niveau de Doha, en train de discuter. Il y a de notre côté l'opposition non armée, constituée de toutes les franges là, Mouzito, Fayoulou, Joseph Kabila, tous ces mondes PPD, tous ces gens-là. Et il y a, au-dessus de tout, le gouvernement, les autorités légitimes qui ont le pouvoir. Nous devons commencer par clarifier cette situation parce que je constate qu'il y a un flou artistique qui est en train d'être entretenu dans la division des responsabilités et cela pose un très grand risque pour que tous les efforts qui sont en train d'être menés aboutissent à la paix. Et c'est là où on interpelle les acteurs politiques, surtout ceux qui sont aux côtés du chef de l'État, qui accompagnent ou qui soutiennent l'action du chef de l'État. Si nous continuons à chercher la paix en cassant des ponts, nous n'allons pas aboutir à la paix. Nous sommes en train au contraire d'amener le pays dans le pétrin. Il y a deux grands problèmes que moi je trouve que si nous les réglons aujourd'hui, ils vont nous permettre d'avoir la question clairement. Le premier, c'est cette forte instrumentalisation des questions sécuritaires ou des démarches qui sont en train de se mener à des fins politiques. On peut les remarquer si on ne parle même pas parlant de Kabila ou des autres. Rentrons même dans la communication qui a été faite autour de la rencontre entre le président de la République et l'opposant Martin Fayoulou. Vous voyez dans les tweets, on dit, on martèle à la demande des choses. Ça signifie, on va dire qu'un jour, si ça ne marche pas, c'est lui qui a demandé, ce n'était pas nous qui l'avons appelé. Et les politiciens, ils sont souples quand ils tiennent leur langage. Or, la situation actuelle, c'est une situation qui n'appelle pas à des positionnements politiques tranchés. Lorsque nous rentrons à l'interne ici, au lieu de voir qu'est-ce que nous devons faire à l'interne, parce qu'au niveau déjà de l'opposition armée, il y a déjà des négociations qui sont en train de se faire. C'est que nous, comme citoyens, devons nous poser plutôt comme question sur ces plateaux, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe exactement au Doha, parce que c'est opaque, on ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'on négocie, quelle est la position du gouvernement, quelle est la position des rebelles, et pourquoi à un moment certains claquent la porte, certains rentrent. C'est ça la grande question qu'on devait se poser. On ne doit pas se dire aujourd'hui qu'on ne doit pas se mettre en face de rebelles, parce qu'ils sont déjà sur la table. Ils ont commencé depuis longtemps, ils sont déjà sur la table. Et quand on parle de Nanga Bissimwa qui sont clairement connus, qui s'assument comme autorités, comme rebelles, pour incorporer, pour jeter l'entièreté de la responsabilité à une autre personne, nous sommes en train de vouloir nous échapper de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est nous, comme population, d'abord mettre au devant de toutes les discussions l'intérêt supérieur de la nation, mettre au devant de toutes les discussions l'impératif que cette fois-ci, on ne doit pas faire des compromis politiciens qui garantissent les politiciens de l'Est ou de l'Ouest ou de quel cas, mais qu'on doit poser des problèmes sur des questions majeures qui sont pourquoi le pays est vulnérable. Pourquoi aujourd'hui? Parce que mon frère a refusé qu'on dise que le pays est en train de partir. Mais on ne peut pas dire que le pays est là lorsque une grande partie du territoire n'est pas contrôlée, lorsque l'autorité de l'État n'est pas exercée sur tout. Et même si on ne parle pas seulement du plan sécuritaire, au plan social, il y a des problèmes, des remous sérieux au niveau de l'État. Au plan économique, il y a des remous tellement sérieux. Au plan politique également. La bonne gouvernance peine aujourd'hui. Les gens parlent même de ligue des champions de corruption. Nous vivons ça dans la communauté où tout le monde, ce sont des millions qui se détournent. Donc on ne doit pas oublier ces détails-là. Je reviens par rapport à ces discussions-là. J'ai parlé du plan de négociation avec les rebelles.
c'est déjà en marche. On ne peut plus poser des questions. Nous devons au contraire savoir qu'est-ce qui se passe là-bas et comment on mène ça. Ça sera quoi la concession? Attendez, oui. Ça sera quoi la concession? Quand on doit parler rebelles, le gouvernement va concéder quoi? C'est la question que nous devons maintenant poser à ceux qui sont en train de négocier au compte de l'État. Parce qu'il y a des délégués congolais qui sont à Doha sur la table avec les délégations. Non, je parle de Nanga et Bissimo en face du gouvernement congolais, clairement. Le gouvernement va en face. Ok, va concéder quoi? Mais c'est là où c'est ce que moi j'ai dit que nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est poser la question comme citoyen, exercer cette citoyenneté, notre devoir, parce que nous sommes les constituants originaires. Nous devons poser la question à ceux qui nous gouvernent. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelles sont les revendications des uns et des autres? Comme ça, tout le monde a une opinion à donner parce qu'on discute pays. Moi, j'ai l'impression que les gens vont là-bas discuter leur positionnement politique ou leur survie. C'est ce que les opposants aussi viennent se mettre dedans parce que c'est la survie politique qui se discute et on ne parle pas pays. Et lorsque les gens sont en train de discuter là-bas, nous ici, on est en train de se distraire à dire que les responsables c'est Kabila, les responsables c'est tel, alors qu'il y a déjà un dialogue qui se met avec tous ceux qui sont les protagonistes. Nous nous distrayons comme peuple et nous serons surpris de voir que les conclusions viendront. Ce sont des conclusions qui ne vont pas nous arranger, qui vont encore mettre les pays dans les pétrés comme ça toujours. Monsieur Sambay, aujourd'hui, ne voyez-vous pas que si nous allons au dialogue, nous sommes en train d'encourager l'impunité en République démocratique du Congo? Loin s'en faut. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que mon frère Kalala a dit tout à l'heure là. Bon, je rappelle un point très important, j'estime, et qui pourrait nous permettre de bien voir les choses. Vous savez, les grands de l'histoire de l'humanité, je prends seulement 3 exemples. Ils ont agi presque tous de la même manière. Je prends Jésus-Christ. Il a pardonné à ceux qui l'ont même crucifié sur la croix. Révolution, pardon, hein? J'illustre. Vous avez Socrate a été condamné à boire la ciguë. Je prends la posture en tant qu'histoire de philosophie, comme je suis aussi philosophe. Mais il a pardonné à ceux qui l'ont même condamné à boire la ciguë. Là, nous sommes à l'Antiquité. Hein? Et revenons maintenant à notre époque. Pas plus tard qu'il y a 30 ans. Nelson Mandela. L'apartheid. Révolution, pardon. Alors, nous sommes dans une optique où il ne faudra pas minimiser les choses. Ça fait déjà plus de 4 mois. C'est depuis le 26 janvier que Goma est tombé. Goma est tombé, Goma ne tombe pas, Goma est tombé. Ça échappe au contrôle total. 3 ans ou 4 ans que Bunagana est tombé. Bunagana est depuis 2022. Et les élections sans Bunagana. Bunagana, c'était, vous voyez, ça a été minimisé par les gouvernements. Mais quand on parle Goma, c'est le chef-lieu de Nord Kivu. Nous parlons de Bukavu, c'est le chef-lieu de Sud Kivu. Sous occupation de l'armée rwandaise, sous occupation de la rébellion. Parce que nous avons une situation hybride. C'est en même temps la rébellion et l'agression. Oui. Parce que nous avons des Congolais, AFC, ce sont des Congolais rebelles. Et vous avez l'armée rwandaise, démonstration, résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui cite nommément le Rwanda. Donc c'est en même temps la rébellion, en même temps l'agression. Donc c'est hybride, c'est une situation très sérieuse. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et du coup, nous nous sommes retrouvés en guerre, parce que l'État congolais a déclaré la guerre. Les ministres de la Défense, nous sommes en guerre, nous allons faire la guerre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en guerre. Alors comment se règle la guerre? Soyons quand même entourés de spécialistes. Je peux voir, Tchèze est là, ça forme des stratèges. Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas réunir tous les diplômés de Tchèze pour essayer un peu de monter les stratégies sur ce qu'il faut faire? Si nous autres, quand nous proposons, on ne veut pas nous écouter, qu'on consulte même Tchèze. Comment se termine la guerre, cher David? La guerre ne se règle que par le dialogue. Vous partez soit en position de force, soit en position de faiblesse. Pour terminer la situation de Goma, sommes-nous en position de force ou nous sommes en position de faiblesse? Quelle que soit votre position, vous allez vous mettre autour de table. Vous avez Russie et Ukraine, par exemple. Mais l'Ukraine est agressée. Qui cherche le dialogue? N'est-ce pas l'Ukraine? En position de faiblesse. Poutine est en train de camper sur son camp pour dire non, non, je ne vais pas négocier. Il augmente les enchères. Parce que celui qui est en position de force augmente les enchères. Celui qui est en position de faiblesse fléchit. Dans la situation actuelle, nous sommes en position de faiblesse. Parce que nous ne sommes pas en mesure de récupérer tous les territoires sous occupation. Il faut... je voulais terminer par dire que l'orgueil précède la chute. Voilà. Qu'on ne s'enorgueillise pas et que l'on comprenne qu'il faut faire des concessions. Le dernier tour de la table, une minute, c'est-à-dire une minute,
c'est la dernière incise là, de notre thématique. Une mascarade pour une primature. Est-ce que ce n'est pas la primature qu'il cherche? C'est faux. Il veut un peu légitimer les choses. C'est faux, c'est faux. Il ne faut pas... Il ne cherche pas la primature? Ce n'est pas ça l'objectif. Quand dans une guerre d'agression, je pense qu'un acteur politique bien connu et bien nassi ne peut pas aller dans une rencontre seulement pour des postes. Parce qu'ici, vous pouvez avoir des postes, et si l'ennemi prend toutes les provinces, les postes tombent. Alors cet argument n'a pas de place. Mais ce qui est nécessaire ici, c'est que notre frère de la société civile parle de Doha, parle des États-Unis. Toutes ces rencontres-là, c'est les études, les mécanismes de ceux qui ont provoqué la guerre, d'avoir après la guerre que sera maintenant la gestion des minéraux. C'est comme en Ukraine. Mais ici, nous sommes en face d'une guerre d'agression avec objectif de la balkanisation. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs politiques de rejoindre celui qui détient les drapeaux, les chefs de l'État, pour combattre l'agression. Deuxième, je termine pour vous dire que dans le contexte actuel, le dialogue entre tous les acteurs politiques est nécessaire et indispensable. Voilà, Monsieur Trésor, le dialogue est nécessaire et indispensable. Et Fayoulou, ce n'est pas la recherche de la primature? Bon, je ne dirais pas que c'est la recherche. Une minute, hein? Je ne dirais pas que c'est la recherche de la primature. Mais si jamais il s'est fait que dans la procédure, là, la primature est arrivée, en tout cas, moi, je ne condamne pas ça. C'est l'acteur politique. C'est de son droit le plus légitime d'être Premier ministre. Donc, moi, je ne vois pas de mal si ça doit aboutir à ce que Fayoulou soit Premier ministre. Je ne trouve pas d'inconvénient. Mais ici, j'aimerais dire quelque chose de très important, et c'est très dangereux ce que je venais d'écouter ici, M. David. C'est très dangereux. Allez-y. 30 secondes. D'abord, on ne doit pas comparer deux choses de nature différentes. On ne compare pas un coq à un palmier. On nous parle de Mandela, de Socrate, et j'en passe qui ont pardonné, consort. Monsieur David, moi je maîtrise l'histoire de mon pays. Écoutez, on prend après AFDEL. Il y a eu RCD. Les Congolais qui prennent les armes, en fait, appuyés par le Rwanda, ils viennent autour de la table, on leur donne des postes, on récompense parce qu'ils ont tué. Après RCD, on prend CNDP. Les Congolais qui ont pris les armes, ils ont tué. Avec la complicité des Rwandais, après on les appelle dans un dialogue, on les récompense. On a M23, 2009-2013, ils prennent les armes, ils tuent des Congolais. On les prend, on les récompense, on les place dans les institutions. Oui. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons AFC qui vient de naître, qu'on appelle encore AFC, qu'on met autour d'une table, qu'on récompense encore parce qu'ils ont tué. Et demain, nous aurons M30, M37, qu'on va encore appeler, en fait, jusqu'à quand nous allons mettre fin à ces cycles que comme moi je suis frustré, il faut que je prenne les armes afin que l'on me respecte, qu'on m'invite à la table de négociation pour qu'on me récompense. J'ai dit que ça doit cesser. Cette fois-ci, c'est lui qui prend les armes, on les traque, on les condamne et on l'exécute. C'est comme ça qu'on doit traiter ceux-là qui se rebellent contre la nation. Monsieur Manessa, nous ne sommes pas capables de traquer, d'exécuter, de condamner. Nous sommes capables. Nous ne sommes pas parce que ce n'est pas les faits. En fait, actuellement, nous sommes capables. Vous avez posé la question comment on arrivera. Moi, la réponse est qu'on je suis en train d'aller pour conclure. Moi, je pense il vous reste 40 secondes. On arrivera à ce stade lorsque nous allons renforcer la gouvernance et exercer et assurer l'effectivité de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Tant qu'on ne le fera pas, on restera toujours à tout ça. Fayoulou, primature ou pas, bon, le connaissant, c'est un monsieur de principe. Je ne pense pas qu'il vient directement pour la primature, mais il y a risque que les processus aboutissent vers là, vers un partage des pouvoirs. Ce n'est pas une chose mauvaise, parce que le pouvoir doit être exercé de façon aussi inclusive pour permettre à ce que l'autorité, tout le monde se retrouve. Mais le problème est que la situation du pays telle qu'elle est ici, elle doit être traitée profondément. Ça signifie, nous, la population, ce que nous avons besoin de savoir actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe à Doha, parce que c'est opaque. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils discutent au niveau pour le compte du pays, de la République démocratique du Congo. Ils discutent avec quels éléments, comment ils partent. Nous ne savons rien, c'est opaque.
Et que nous sommes d'accord qu'en dehors de cette dimension économique ou encore sécuritaire qui est en train d'être discutée là-bas, il y a un impératif qu'une dimension politique, qu'un dialogue se fasse ici. Et ce dialogue ne peut être possible que si on ne diabolise pas certains acteurs pour les qualifier des rebelles ou des consorts. Tout le monde doit être pris au même pied d'égalité. Monsieur Sambaï, quand de la patrie, tel que proposé par Martin Fayoulou, ce n'est pas de l'apostolat. Je pense que Martin Fayoulou, c'est un homme de principe. Il ne veut pas être identifié comme quelqu'un qui pactise avec ceux qui ont pris les armes. Parce que Martin Fayoulou fait de l'opposition pacifique. Là, il faut qu'on le précise. Je terminerai par dire ceci, l'orgueil précède la chute. Gloire vient de dire tout à l'heure, si on diabolise, c'est comme si on jetait de l'huile au feu. Joseph Kabila s'est prononcé quand on a levé ses immunités. Vous voyez, il est en train d'augmenter les enchères. Alors, il y a ce qu'on appelle l'usure du temps. Si on tombe dans ça, on risque de tomber dans le pire, par de la balkanisation. AFDL, c'était le camp des traîtres, soutenu par le Rwanda. Les États-Unis condamnaient les affres de l'AFDL. Nous sommes en mars, avril et mai 1990. L'histoire ne la change pas. Mais les gouvernements de Kinshasa avaient fini par tomber. Et l'AFDL était soutenu par le Rwanda. C'est des rebelles. Vous avez RCD Goma, RCD KML, ML, c'est tout consort. De 99 en 2000, 2001, on s'est retrouvé à San City. Et ça a été les dialogues. Il y avait la paix de 2004 jusqu'en 2012. Excepté l'Ouest, vers Bakong avec Bundu Diamayala. Il n'y avait plus de guerre à l'Est. Alors, la chose à faire, nous n'avons qu'une seule solution. Si vous revoyez toutes mes émissions, j'ai dressé même les plans comment ça doit se faire. Pour l'instant, toutes les voies sont déjà évacuées. Il ne nous reste qu'une seule chance pour exécuter ce que mon frère a dit tout à l'heure. C'est les États-Unis. Et je l'avais préconisé, vous allez vous rappeler, Gloire, ici. Il fallait recourir aux États-Unis comme la seule, unique et dernière solution pour bouter les rebelles dehors. Sans cela... Merci. Les États-Unis nous ramènent encore au dialogue là-bas. Voilà. Donc, merci du coup, il faut qu'on dialogue. Au secrétaire général du Parti communiste congolais, Sylvain Bossoa. Merci à Trésor Kalala pour tes paroles de AADC. Merci à Olivier Sambaï, enseignant à l'Université de Kinshasa, et Gloire Manessa de la société civile. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.